Bonsoir à tous. Merci de vous être connectés et merci de nous rejoindre pour cette quatrième conférence de l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique, donc de l'IRIS, qui sera ce soir consacrée à la question du Japon et des infrastructures toujours dans l'espace Indo-Pacifique. Et nous nous demanderons, avec les 4 experts qui ont été invités, si cette question débouche sur des coopérations ou si, au contraire, elle accentue une certaine compétition, si c'est un élément qui vise à, je dirais, renforcer cette atmosphère de polarisation stratégique qui va croissant, il faut le reconnaître dans l'espace Indo-Pacifique et qui est le reflet de cette compétition de puissance, on le sait, entre les États-Unis et la Chine. Et j'ajouterais que cette polarisation, elle subit aussi l'impact de la guerre russe en Ukraine, un impact dont on commence à mesurer donc les effets sur un certain nombre d'alliances, sur un certain nombre de partenariats, sur certains forums de sécurité. Et bien sûr, l'Indo-Pacifique, qui est le siège, on le sait, de puissances majeures. J'ai déjà mentionné les États-Unis, la Chine, mais bien sûr, il est aussi question de l'Inde, de l'Australie, de la France, de l'Indonésie, bon, dans un certain nombre de grandes puissances maritimes, notamment, mais aussi, bien sûr, de la Russie. Il ne faut pas l'oublier, est une puissance riveraine de l'Indo-Pacifique, qui a des intérêts politiques et militaires majeurs. Et donc, bien sûr, l'Indo-Pacifique n'échappe pas à cette tendance de fond qui saisit la communauté internationale dans ses réactions face à cette guerre en Ukraine. Donc, l'espace Indo-Pacifique est très fragile et subit effectivement un grand nombre de tensions. Et la question des infrastructures dans ce contexte, elle a tendance, je dirais, à prendre un relief assez particulier. Le terme d'infrastructure, pour en parler très brièvement, il est entendu dans le cadre de nos échanges comme synonyme de connectivité. Hein, c'est bien le sens que lui donne l'ensemble des pays qui se réclament de l'Indo-Pacifique et dont cet accent sur la connectivité, je dirais, est une ambition, est un objectif majeur, puisqu'il s'agit d'une zone extrêmement vaste, à dominante maritime, et les liens entre l'océan Indien et le Pacifique sont non seulement à renforcer, mais à sécuriser et quelquefois à établir, voire à construire. Il y a un grand déficit d'installation que l'on raisonne en termes portuaires, ferroviaires, terrestres, bien sûr, mais aussi, il faut aussi penser à la connectivité immatérielle, à ce qui relie les gens au numérique, à la connectivité informatique. Et donc, le Japon s'est beaucoup intéressé à cette question des infrastructures. S'y est intéressé déjà au-delà de ce développement stratégique autour de cette notion indo-pacifique que le Japon a portée auprès d'un certain nombre de partenaires. Bien sûr, le Japon a une politique très active de développement et donc à travers son aide au développement et à travers un organisme comme le JICA, l'agence japonaise de coopération et de développement, a déjà eu l'occasion de mettre en œuvre des projets d'investissement pour développer des infrastructures, notamment de transport. On le sait en Afrique, mais pour l'Indo-Pacifique, dans l'espace Asie du Sud-Est. Mais évidemment, je dirais, cet intérêt du Japon
s'est accentué avec, vous le savez, la mise en place de l'initiative chinoise de Belt and Road Initiative, qui porte là sur l'ambition de modernisation, voire de création majeure d'infrastructures dans tout cet espace, et notamment avec un souci particulier dans l'océan Indien sur les infrastructures portuaires, ce qui permettra au Japon, qui va s'y intéresser de très près, de renforcer un partenariat déjà existant avec l'Inde. Et grâce à Alexandre Sheldon-Duplay et Isabelle Samézin, nous reviendrons sur ces dimensions. Et c'est vrai que cet aspect de connectivité maritime, il est primordial pour l'espace Indo-Pacifique. Les communications maritimes sont essentielles pour cet espace qui est une zone marchande très importante pour la prospérité internationale. Non seulement il faut construire des infrastructures, mais il faut les sécuriser. Et donc, on a toute une approche indo-pacifique très englobante autour de cette question des infrastructures. Voilà. Donc, nous allons réfléchir à ces problématiques et à un souci particulier du Japon quant à la définition de normes s'appliquant aux infrastructures donc de qualité. Les normes, effectivement, sont peut-être à mettre en place dans l'esprit du Japon et d'un certain nombre de partenaires face au développement de la BRI, face à certaines craintes concernant ce qu'on a défini comme le piège de la dette. Et donc, dans l'esprit du Japon, il s'agit de promouvoir la construction d'infrastructures avec une protection pour les États récipiendaires qui ont droit au respect, à une égalité de traitement et à la mise en place d'infrastructures dans un cadre assez transparent quant à l'origine et éventuellement au remboursement des investissements. Donc cet aspect est assez important dans les échanges que le Japon pourra avoir avec un certain nombre de partenaires, notamment avec les États-Unis qui ont eux aussi une approche très spécifique, très diverse et qui ont multiplié les plans, les projets, qui manifestent beaucoup d'ambition. Et grâce à Maud Kessar, nous essaierons de nous y retrouver dans les multiples initiatives, dont les dernières dues à l'administration Biden concernant les infrastructures, et qui sont là aussi des possibilités de coopération renforcée avec ses partenaires privilégiés qui est le Japon. Et l'Union européenne, bien sûr, aussi a cette ambition de s'intéresser aux infrastructures pour l'Indo-Pacifique. Elle l'a mentionné dans sa stratégie de coopération pour l'Indo-Pacifique, où la connectivité tient une place extrêmement importante. Elle l'a rappelé dans d'autres documents, dont le Global Gateway, qui insiste aussi énormément sur cette notion de connectivité. Et grâce à Eva Pechova, nous aurons l'occasion d'aller plus loin et là aussi d'évaluer le partenariat possible ou le renforcement d'un partenariat qui est déjà très, très riche et très actif et qui existe bien sûr déjà entre l'Union européenne et le Japon, et que l'Indo-Pacifique et des intérêts communs dans la zone vont permettre d'étoffer. Alors, je n'aurais garde de mentionner la France, bien sûr, qui est un partenaire important pour le Japon, avec qui il y a aussi des projets de développement conjoint importants sur les infrastructures, qui est aussi un domaine dans le cadre de ce partenariat d'exception qui a été signé entre les deux pays et qui porte sur un plan jusqu'en 2023, qui voit certains projets conjoints, notamment en direction de l'Asie du Sud-Est. Voilà, j'en ai terminé avec ma très longue introduction. J'ai déjà mentionné donc les chercheurs que j'ai rassemblés pour traiter donc de ces sujets, que je vais peut-être renommer dans leur ordre de prise de parole. Donc j'ai mentionné déjà Alexandre Sheldon-Duplay, donc qui est un historien et aussi
Politiste, Alexandre, donc, qui est très connu pour ses nombreuses monographies sur les marines mondiales, sur ses analyses sur les stratégies marines, et donc qui est co-auteur d'un ouvrage absolument monumental, qui est Le Fleuve de combat, très célèbre ouvrage qui recense l'ensemble des marines, l'ensemble des bâtiments des principales marines de guerre du monde, et dont on attend une prochaine édition, je crois, Alexandre, pour avant la fin de l'année, je crois. Voilà. J'ai mentionné Isabelle Sameza, donc maître de conférence à l'Institut français de géopolitique, donc chercheur aussi associé à l'IFRI, et qui centre ses recherches sur l'Asie du Sud, et qui est notamment connue comme étant une indianiste distinguée, puisqu'elle a consacré beaucoup de ses travaux aux questions stratégiques en Inde. J'ai mentionné ma collègue de l'IRSEM, Maud Tessa, donc maître de conférence et puis directrice de recherche pour le domaine euro-atlantique, donc à l'IRSEM, qui intervient énormément sur les questions stratégiques, sur la politique étrangère des États-Unis. Et donc, j'aimerais citer une dernière publication qui a été co-dirigée avec une autre collègue de l'IRSEM, donc Céline Maranger. Il s'agit des guerres de l'information à l'âge numérique, qui est paru aux presses universitaires de France. Et donc, Eva Pechova, donc senior chercheur à la Bruxelles School of Governance. Eva y dirige notamment un programme consacré au Japon qui est très actif. J'ai vu beaucoup de publications, Eva, que nos auditeurs pourront consulter sur le site de la VUB. Mais Eva reste également très connue pour son long passage ici à Paris, en France, à l'Institut de l'Union européenne pour les études de sécurité, où là aussi on peut consulter de nombreuses monographies dédiées à l'Asie, à la sécurité maritime. Voilà, et je dirais aussi que Eva est chercheur associé, toujours un pied parisien en étant français, en étant chercheur associé à la FRS. Eva, j'ai cru voir l'apparition d'un ouvrage en anglais sur les Indo-Pacific Strategies, voilà, qui est donc paru et qui est accessible, qui est édité chez Routledge. Où trouve-t-on cet ouvrage? Voilà, chez Routledge, ok. Voilà, et bien écoutez, je vais céder donc la parole à Alexandre Sheldon Duplay. Il va peut-être afficher à l'écran quelques slides pour illustrer son propos. Donc, il va porter sur les infrastructures portuaires, ce qui nous permet d'avoir un panorama stratégique sur un des principaux enjeux des partenaires de l'Indo-Pacifique, donc les infrastructures portuaires dans l'océan Indien. Alexandre, la parole est à toi pour 12 à 15 minutes. Merci, Marianne. Donc, nous allons essayer de balayer cette question des enjeux géopolitiques liés aux infrastructures portuaires dans la zone Indo-Pacifique. Et le premier constat, évidemment, c'est le rôle, c'est un peu une lapalissade, c'est le rôle essentiel du commerce maritime et parfois de conséquence des infrastructures portuaires dans le développement de ces pays. Et c'est probablement l'un des points au monde, ou le point au monde où ce fait est le plus spectaculaire. Alors effectivement, le transport maritime, comme on le sait, représente les 9/10 du commerce mondial, mais l'espace Indo-Pacifique se caractérise par les principales voies maritimes, et en particulier pour le trafic des porte-containers, un tiers du trafic de marchandises en vrac et les 2 tiers des flux de pétrole. Et si on regarde plus spécifiquement le découpage au sein de cet espace Indo-Pacifique, eh bien, on voit que les pays d'Asie, et plus particulièrement les pays d'Asie du Nord, sont au premier rang, sont les principaux acteurs pour ce commerce des containers. Et on le voit très clairement, j'espère que vous pouvez voir cette carte en haut, avec les 15 principaux ports mondiaux de containers, eh bien, ces 15 principaux ports sont situés
Alexandre, enfin, Alexandre, 14, nous ne parfois, voyons oui. rien à l'écran. Tu as Ah. affiché un slide? Et Euh, oui, j'ai affiché mes slides et je suis un peu malheureux si on ne les voit pas. Je ne sais pas comment faire pour les montrer. alors, en Attendez, je regarde. partage d'écran, Ben, j'ai fait partage d'écran, c'est ça qui est un partage peu d'écran, parce contrariant. que nous te voyons toujours. Vous me voyez Donc, moi et vous voyez pas oui, le. Alors attendez, et pas alors tes slides, et pas cette partager. carte. Ah oui, d'accord. Donc, Alors attendez, partager. Ah, voilà. attendez, partage d'écran. Donc, tu as les Adapter droits, donc tu devrais l'écran, pouvoir fenêtre, sélectionner donc tes slides. partager. Alors, Est-ce quelque que vous chose arrivez à se voir là? passe. Oui, 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 oui. Est-ce que, ben, c'est, voilà, parfait. Tu peux nous mettre en plein écran Oui, alors j'aimerais bien, mais je ne me en, souviens plus comment faire. en Alors dites-moi appuyant comment faire. en bas à En droite bas, sur le curseur, il me semble. J'espère que je ne dis pas de euh, bêtises. c'est ça? Non, c'est pas ça. Écoutez, je suis navré, mais je me souviens plus du Non, tout. mais c'est très bien. Nous t'écoutons et nous Alors, pouvons voilà, lire à l'écran. euh, donc, comme je le disais, on trouve dans cet espace 13 des 15 principaux ports mondiaux pour le commerce des containers. Et on note également que la quasi-totalité dans cet espace indo-pacifique de ces ports se situe en fait en Asie du Nord, à l'exception du port de Singapour et également de Port Klang en Malaisie. Donc, dans cet espace indo-pacifique, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a une grande disparité dans la qualité des infrastructures. Donc c'est cette immense inégalité du développement des infrastructures portuaires qui est intéressante parce qu'elle suscite évidemment un appel à la transformation de ces infrastructures. Alors, on va essayer de regarder deux indicateurs pour évaluer ces infrastructures. Le premier indicateur, c'est la qualité des infrastructures portuaires telle qu'elle est évaluée par les utilisateurs eux-mêmes. Donc, c'est en fait le résultat d'interviews qui a fait noter de 1 à 7 les infrastructures des différents pays. Et l'indicateur numéro 2, c'est le trafic en containers, en millions de containers. Alors, sur ces indicateurs, on voit tout de suite, encore une fois, que se situe en haut du panier l'Asie du Nord, avec, et on n'est pas très surpris, pour la qualité des infrastructures, on trouve Corée du Sud, Japon, Taïwan, la Chine un peu en retrait, mais c'est en fait parce qu'elle a tellement de ports et tous n'ont pas le même degré de qualité. Et pour ce qui est du trafic portuaire, en container, eh bien, c'est la Chine qui a les chiffres les plus spectaculaires, au-delà de 200 millions par rapport aux autres pays qui, eux, se situent plutôt aux alentours de 20 millions, 30 millions, en tout cas pour ceux de l'Asie du Nord. Donc, on mesure la différence. Alors, si on regarde vers les autres pays de cette zone, en s'intéressant donc au premier indicateur de qualité des infrastructures, on s'aperçoit que l'Asie du Sud-Est est, je dirais, en tête du reste des pays. Là encore, à cause de Singapour et à cause de la Malaisie, les autres pays ayant des notes beaucoup euh, plus faibles, qui là encore reflètent le développement insuffisant. Et on voit que le subcontinent indien et l'Inde, qui est sur le plan démographique le pendant de la Chine, eh bien, est extrêmement en retard. Et on voit même que le Sri Lanka, grâce justement à ces facilités portuaires développées avec l'aide de la Chine, a même été devant en termes de qualité, devant l'Inde et a joué un rôle d'ailleurs pour l'envoi des marchandises en Inde, puisque l'Inde n'avait pas les facilités pour recevoir ces porte-containers. Et si on passe au pays suivant, on s'aperçoit que ces infrastructures sont développées
dans les pays du Golfe arabo-persique, ce qui ne nous surprendra pas, avec en tête les Émirats arabes unis, mais qu'elles sont beaucoup plus rudimentaires en mer d'Arabie. Là encore, en tête, nous trouvons Oman et nous trouvons le Pakistan, mais avec des notes intermédiaires. Et sur les côtes d'Afrique, je dirais que la situation est beaucoup plus mauvaise. L'Afrique du Sud est très largement en tête et les autres ports, eux, sont très nettement en retrait. Alors, si on prend le deuxième indicateur qui correspond donc au trafic des containers, on s'aperçoit là aussi que ces différences de qualité dans les infrastructures, évidemment, ont un impact sur le nombre de containers qui sont traités. Et là encore, si on regarde l'Asie du Sud-Est, on voit qu'elle devance très nettement l'Asie du Sud, que c'est Singapour qui est en tête, ce qui ne nous surprend pas, avec 38 millions de containers, devant la Malaisie avec 28 millions. L'Indonésie et l'Inde sont à peu près au même niveau, vous voyez, avec 16 millions. Et évidemment, ce sont des chiffres très supérieurs à ceux de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, mais ça, c'est lié au différentiel de population. Et puis, dans ce qui est le Golfe arabo-persique, là encore, c'est les Émirats arabes unis qui sont très nettement en tête, avec 20 millions, très loin devant Oman avec 5, le Pakistan avec 3, l'Iran avec 2. Et sur la côte africaine, c'est l'Afrique du Sud qui se situe entre 4 et 5 millions. Donc, on le voit, il y a une grande inégalité entre les infrastructures et ces infrastructures sont un moteur du développement absolument évident, comme nous a montré l'exemple évidemment des 4 dragons et l'exemple chinois. Alors, comme on le sait, la Chine a lancé, je dirais, le premier programme formalisé de soutien aux infrastructures portuaires au travers des fameuses routes maritimes de la soie, comme on le sait, qui ont été initiées en 2013. En réalité, ces investissements dans des infrastructures maritimes étaient antérieurs. On dirait qu'en 2013, la Chine a formalisé un petit peu des investissements qu'elle avait déjà lancés avant, en particulier au Pakistan, à Gwadar. Et ces investissements vont couvrir un champ beaucoup plus large que celui de l'Indo-Pacifique. Ils sont devenus, comme on le sait, une stratégie nationale de la Chine en 2013 et en 2018, ils ont même été inscrits dans la constitution chinoise et ces investissements s'appuient sur la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures qui a réussi le succès d'attirer un très grand nombre de pays, 104 pays, dont l'Inde, qui a priori est un pays rival de la Chine et très inquiet de la Chine, mais aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, le Royaume-Uni, qui a d'ailleurs la vice-présidence de la banque, se tiennent en dehors de cette banque le Japon et les États-Unis. Alors, si on regarde rapidement les principaux investissements chinois, il y a ces fameux corridors, avec le corridor économique sino-pakistanais, avec une promesse de 62 milliards de dollars et probablement davantage pour un développement qui doit permettre de relier en fait l'océan Indien au Xinjiang et aux provinces ouest de la Chine. Il est compliqué évidemment par les troubles au Baloutchistan, mais c'est un projet qui avance et la Chine a maintenant la responsabilité du port de Gwadar. D'autre part, il y a ce port d'Ambotota au Sri Lanka qui est financé à 85% par une banque chinoise avec un bail de 99 ans. Et puis, il y a d'autres investissements dans le port de Mombasa,
des investissements qui s'accompagnent aussi, un petit peu comme pour le corridor pakistanais, de routes ou de chemins de fer, en particulier des chemins de fer en Afrique, avec la ligne aussi entre Djibouti et l'Éthiopie. Un port aussi en Tanzanie, Bagamoyo, un corridor ferroviaire au Bangladesh, également au Myanmar, également en Thaïlande, également au Laos, également au Cambodge. Donc on voit toute une série d'investissements et justement, parfois on n'a pas les idées très claires et c'est une des raisons qui font que ces investissements chinois sont perçus comme une stratégie de collier de perles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la notion de collier de perles est bien antérieure d'ailleurs aux routes maritimes de la soie, puisqu'elle remonte vers 2004 dans l'esprit de certains analystes. Alors, c'est une hypothèse, je dirais, géopolitique qui a été formalisée, surtout d'abord en Inde, mais presque au même moment aux États-Unis, au Japon. Et les analystes pensaient que ces investissements, en particulier au Pakistan, pour l'Inde, représentaient une menace d'encerclement pour l'Inde. Et puis, à partir de 2008, le fait que la Chine a participé très activement aux patrouilles anti-piraterie, eh bien, et qu'aujourd'hui la piraterie a presque disparu, mais que la présence navale chinoise se poursuit jusqu'en dans le golfe d'Aden, a rendu réalité une présence navale chinoise qu'on peut dire jusqu'à ce jour presque permanente en océan Indien. Alors, cette stratégie du collier de perles, finalement, a été démentie dans les faits, dans le sens où, jusqu'à présent, la Chine n'a développé qu'une seule base militaire, navale, sa seule base à l'étranger, à partir de 2017, qui est louée à Djibouti et qui a été construite pour assurer le soutien logistique de cette force navale qui est déployée régulièrement donc dans le golfe d'Aden. C'est une base qui peut abriter jusqu'à 2000 hommes, qui a déjà servi à une évacuation de personnel de ressortissants chinois au Yémen et qui a vocation à pouvoir porter assistance en Afrique à des intérêts chinois, mais plus largement dans le discours chinois en cas de catastrophe, etc. Néanmoins, la vision générale est assez négative de cette présence chinoise, en particulier dans le cas du Sri Lanka, avec le fameux port d'Ambotota, qui a été ouvert donc le 18 novembre 2010, mais en 2017, la Chine, et c'est China Merchants Port qui a été choisi pour l'administration de ce port à 99 ans. Alors, des inquiétudes étaient nées dès 2014, quand un sous-marin chinois avait fait escale au Sri Lanka, mais en réalité, on s'aperçoit que même s'il y a une dette du Sri Lanka évidemment très importante, Alexandre, excuse-moi de te couper, je t'invite à conclure, s'il te plaît, si tu veux ah bien. bon, d'accord. D'accord. Bon, donne-moi 2 minutes. Donc, même si le Sri Lanka n'est pas. Le Sri Lanka a su tenir tête à la Chine et c'est ça qu'il faut retenir. Et dans le cas de Gwadar, nous n'avons pas jusqu'à présent la fameuse base annoncée. Alors, cette réponse qui a été apportée, réponse géopolitique et économique aux défis chinois des routes de la soie, je dirais que le Japon a pris un rôle leader dès 2007, quand le Premier ministre Shinzo Abe a utilisé une première fois le terme d'Indo-Pacifique, et qu'ensuite, ce terme a été repris par presque tous les pays partenaires. Et 2007 aussi, ça a été la première réunion du futur Quad. Le Japon, et mes collègues reviendront là-dessus, a défini une politique des valeurs avec voulant inspirer un arc de liberté et de prospérité qui a l'air effectivement d'être un compétiteur pour, pour la Chine, mais en réalité, on s'aperçoit que cette réponse japonaise intervient à un moment critique pour les infrastructures. C'est l'apparition d'une part des super porte-containers géants, et ces super porte-containers géants posent un défi à toute la région, puisqu'il faut moderniser encore les infrastructures pour recevoir ces bateaux. Et les pays ne sont pas du tout prêts à les recevoir, ce qui va entraîner de nouvelles
comment dire, inégalités, en particulier très cruciales pour l'Inde. Et d'autre part, la réponse japonaise semble s'accommoder d'une coopération avec la Chine. Alors cette coopération, je dirais qu'elle n'est pas encore manifeste dans le cadre de la banque, puisque le Japon ne fait pas partie de cette banque de développement des infrastructures, mais cette coopération, je dirais qu'elle est bienvenue parce que les défis en termes d'infrastructures sont absolument colossaux, d'une part, et d'autre part, parce que la Chine, dans cette région, bien sûr qu'elle étend son influence, mais en même temps, elle ne cherche pas à des implantations militaires. Par son influence, elle peut obtenir des facilités d'escale, mais comme tout pays, et très manifestement, c'est surtout le développement économique, le win-win, le fameux win-win, qui est l'intérêt de la Chine. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Alexandre, pour en fait cette introduction qui nous permet de cadrer cette problématique de l'importance des infrastructures dans l'Indo-Pacifique. Et désolée d'avoir dû te bousculer. Sans plus attendre, je passe la parole à Isabelle Saint-Mézard, voilà, qui va aussi, voilà, qui a commencé à faire son partage d'écran. Nous t'écoutons, Isabelle. Merci, chère Marianne. Merci pour cette invitation et pour cette occasion qui m'est donnée de parler d'un sujet qui n'est pas forcément bien connu et qui concerne la coopération entre le Japon et l'Inde en matière d'infrastructure et de connectivité. Pour ce faire, je commencerai par évoquer l'actualité récente, à savoir la visite du Premier ministre Fumio Kishida en mars dernier en Inde. Et à l'occasion de cette visite, Kishida a promis que son pays apporterait 42 milliards de dollars de financement public et privé à l'Inde sur 5 ans, donc à horizon 2027. 42 milliards de dollars sur 5 ans, c'est un objectif ambitieux et qui en lui-même témoigne bien de l'importance que le Japon accorde à l'Inde, et cela, je dirais, de façon continue depuis quasiment 20 ans, même un petit peu plus. Je rappellerai à ce titre que l'Inde est en fait le premier pays bénéficiaire de l'aide au développement sous forme de prêt du Japon depuis 2003. Quasiment chaque année, c'est vraiment vers l'Inde que vont le maximum de prêts concessionnels du Japon au titre de l'aide au développement, et une partie très conséquente de ces prêts à taux préférentiels est consacrée précisément aux infrastructures et à la connectivité. Donc, l'idée importante ici à retenir, c'est que dans le contexte indien et du point de vue indien, le Japon est, pour ainsi dire, le premier partenaire en matière de développement des infrastructures indiennes, et le besoin indien en infrastructure est absolument colossal. Et finalement, c'est le Japon, il n'est pas le seul, mais c'est le Japon qui est vraiment en première ligne pour essayer d'aider les Indiens à combler l'immense déficit dont ils souffrent en matière d'infrastructure. Alors, pour donner une idée peut-être un petit peu plus précise de ce que font concrètement les Japonais en Inde, je citerai rapidement quelques exemples parmi d'autres, mais disons que le plus emblématique, c'est le projet de Shinkansen, de ligne Shinkansen entre Mumbai et Ahmedabad,
Mais le plus structurant, véritablement, c'est ce que l'on voit sur la carte et c'est ce qu'on appelle le corridor industriel entre Delhi et Mumbai. C'est un projet colossal, vraiment colossal, estimé coûter 100 milliards de dollars, ou bas mot, et dans lequel le Japon est vraiment très partie prenante. Il apporte à la fois ses financements et son expertise pour essayer de faire avancer ce projet, alors qu'il y a tout un tas de composantes. L'une des plus importantes, c'est la construction d'une ligne ferroviaire pour le transport de fret. Et il y a aussi des villes, des parcs industriels, entre autres choses. Donc c'est tout à fait colossal. On voit sur la carte également qu'il y a un autre corridor industriel dans lequel le Japon est partie prenante. C'est celui dans le sud, entre Chennai et Bangalore. Bon, je m'arrête là pour les exemples. J'ai donné vraiment les plus emblématiques. Alors, il faut être assez honnête. Ce sont des projets colossaux. Et en même temps, on est en contexte indien, lequel est notoirement connu pour sa complexité. Et les Japonais, d'ailleurs, ne font pas exception. Donc, leurs projets connaissent des retards, des difficultés, comme n'importe quel autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Japonais s'accrochent. Ils parient clairement sur le futur, hein, sur le moyen, voire le long terme. Et en même temps, ils ont déjà des succès importants. Et notamment, il y a un projet en particulier qui revient tout le temps et qui a énormément contribué, je dirais, à la popularité du Japon. C'est un très gros projet aussi, hein, qui est le métro, la construction du métro de Delhi, soit 300 km de lignes de métro, 6 milliards de dollars d'investissement, enfin de prêts de financement. Ça a eu énormément de visibilité, ça a changé la vie de pas mal de gens. Et ce projet en particulier, mais qui quelque part entraîne tous les autres, donne en fait une excellente image au Japon en Inde. On peut citer les enquêtes que le ministère des Affaires étrangères indien, pardonnez-moi, japonais, commandite régulièrement auprès de différents enquêteurs d'opinion sur leur image. Et d'après des chiffres qui étaient donnés fin 2019, l'Inde était le pays où les enquêtés, les sondés, avaient l'opinion la plus positive concernant le Japon, à hauteur de 95%. Les sondés estimaient vraiment que le Japon était un partenaire favorable, plutôt positif. Donc il y a vraiment un enjeu de soft power, si vous voulez, d'image qui est à l'œuvre. Cela étant, je pense qu'il ne faut pas s'en tenir là, bien évidemment. Au-delà des seules questions d'image et d'investissement économique public, hein, essentiellement sur le long terme, il y a en fait de la part du Japon des intérêts stratégiques bien compris, et notamment par rapport à la Chine. Il faut quand même bien voir la spécificité que représente l'Inde pour le Japon. L'Inde, c'est le seul pays, je formulerai ça différemment, c'est le pays dans l'Indo-Pacifique qui a le plus ouvertement et dès le départ dénoncé les nouvelles routes de la soie chinoises. Dès 2013, et ça continue jusqu'à aujourd'hui, puisque les relations entre l'Inde et la Chine se sont encore détériorées depuis 2013. Et inversement, alors ça veut dire que, en fait, du point de vue de la route maritime de la soie, l'Inde, c'est le maillon manquant, hein, et les Chinois ne l'anticipaient pas. Les Chinois, si on regarde les cartes initiales des nouvelles routes de la soie, notamment de la route maritime de la soie, dans les projections chinoises, il y avait au moins un relais sur Calcutta.
Bon, ça ne se produira pas parce que les Indiens ne veulent pas en être partie prenante, de toute évidence. Donc, on a à la fois cet immense territoire qui est un maillon manquant et d'un autre côté, cet immense territoire qui accueille à bras ouverts, pour ainsi dire, les investissements japonais dans les infrastructures. Donc, clairement, en Inde, le Japon a quand même une carte très particulière à jouer et on pourrait même dire que avec l'Inde, le Japon trouve un partenaire avec lequel il peut projeter une sorte de front commun ou de réponses convergentes communes face aux nouvelles routes de la soie chinoises. Et pour illustrer cette idée, j'aimerais porter l'éclairage sur deux autres types de territoires indiens dans lesquels les Japonais sont devenus actifs. Il se trouve en fait que les Japonais sont les seuls à pouvoir intervenir dans ce que les Indiens appellent leur périphérie stratégique. Et vous les voyez ici surlignés en violet. Il s'agit du nord-est indien, de la grande région enclavée du nord-est indien, et plus au sud de l'archipel des Andaman et Nicobar. Alors, rapidement, sur le nord-est indien, ce qui est intéressant, c'est que c'est une région, vous voyez bien, qui est aussi frontalière avec la Chine et qui d'ailleurs fait problème d'un point de vue territorial au niveau de l'État de l'Arunachal Pradesh. Néanmoins, ce qui est intéressant à évoquer, c'est que les Chinois, dans les années, la fin des années 2000, début des années 2010, étaient très intéressés d'ouvrir le nord-est indien et ont proposé assez assidûment pendant plusieurs années un projet de coopération sous-régionale qui s'appelait le BCIM, donc China, pour aller très vite, une sorte de corridor économique entre le Yunnan chinois, la Birmanie, Myanmar, le nord-est indien, le Bangladesh et jusqu'à Calcutta. Ce projet est suspendu puisque les Indiens ne veulent pas en fait le promouvoir et du coup, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit essentiellement un seul et unique acteur étranger intervenir de façon continue et complètement institutionnalisée dans un partenariat très étroit avec l'Inde et cet acteur-là, c'est le Japon. Le Japon qui en fait développe notamment des projets de transport. Et vous voyez, il y a même une logique géographique assez prononcée puisque la vision chinoise était très est-ouest, alors que la vision japonaise est plutôt nord-sud et vise à ouvrir en quelque sorte le nord-est indien sur le Bangladesh, un petit peu sur la Birmanie, mais en tout cas lui trouver des débouchés maritimes. Le deuxième exemple sont les Andaman et Nicobar. Alors là, c'est un tout petit projet qui en fait est à l'œuvre depuis l'année dernière, depuis 2021, qui financièrement est assez mineur, hein, c'est quelques millions de dollars, puisqu'il s'agit de faire un petit projet d'alimentation électrique, exactement dans l'île de Sud-Andaman. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Japon, alors là, vraiment, est le seul à avoir pu prendre pied, entre guillemets, via son aide au développement, aux Andaman et Nicobar, qui sont encore plus fermés, quelque part, que le nord-est indien, parce que ce sont des territoires, la carte ne le montre pas très bien, mais qui ont une localisation stratégique très importantes. Elles sont à l'entrée du détroit de Malacca, ou à la sortie, c'est selon. Et c'est vraiment un poste idéal à partir duquel développer des infrastructures et des équipements de surveillance des bâtiments
y compris des sous-marins en fait, qui pourraient croiser dans la région. Les Indiens sont très prudents sur le développement des Andaman et Nicobar, précisément parce que c'est tellement stratégique qu'ils font attention au type de signaux qu'ils envoient depuis les Andaman et Nicobar, mais précisément le fait qu'ils aient accepté, après bien des tergiversations, de mener un petit projet d'alimentation électrique avec les Japonais, c'est un signal en soi. C'est un signal géopolitique. C'est une façon de dire à la Chine, voyez, si on veut, on peut quand même faire des choses très intéressantes avec les Chinois et on pourrait même vous embêter si on le voulait. Voilà, donc je mettrais ça plus sous l'angle du signal géopolitique que vraiment quelque chose d'un développement majeur en termes stratégiques, mais qui est important néanmoins. Pour finir, ah oui, dernier élément, pardon, toujours concernant les Andaman et Nicobar, il y a quelque chose que les Japonais ont fait qui est quand même encore plus important dans la vie concrète des gens, c'est qu'ils ont posé le câble sous-marin qui relie Port Blair, donc la capitale des Andaman et Nicobar, à Chennai. Donc c'est vraiment la connectivité au sens pur du terme qui a été établie grâce à ce câble sous-marin et notamment grâce à l'intervention de la firme japonaise NAC. Donc on voit vraiment que le Japon est complètement partie prenante des efforts indiens. Je ne veux pas prendre trop de temps, donc je vais juste donner 2-3 idées de conclusion. Bon, la première idée, c'est qu'il y a quand même un partenariat très étroit entre l'Inde et le Japon en matière d'infrastructure, mais de façon générale. Et ce que l'on observe, ce que j'ai évoqué en matière d'infrastructure, en fait, s'inscrit dans un partenariat stratégique fait de beaucoup d'affinités idéologiques et géopolitiques. Les infrastructures, d'une certaine façon, et le rôle considérable que le Japon a dans les infrastructures en Inde, c'est même, d'une certaine façon, un levier que le Japon utilise parfois pour faire avancer des dossiers purement politiques ou géopolitiques. Et j'ai 2 exemples à l'appui. On sait que le Premier ministre Abe a joué un rôle tout à fait déterminant pour convaincre l'Inde de réactiver le Quad en 2017. Les États-Unis faisaient pression énormément, les Australiens faisaient ce qu'ils pouvaient, mais ça ne revenait pas à grand-chose. C'est vraiment Abe et le Japon qui a réussi à débloquer le blocage, la posture de retrait de l'Inde. Et pareil, le Japon a été le 2e pays à obtenir un dialogue 2+2 avec l'Inde après les États-Unis. Et ça, c'est très significatif. Ça révèle justement la capacité d'influence que le Japon a auprès de l'Inde. Et on sait tous combien l'Inde est difficile à manœuvrer en termes politiques et diplomatiques. Donc, ce n'est pas du tout anodin, si vous voulez, que le Japon parviennent finalement, par le biais de son financement des infrastructures, à agir et obtenir des résultats à des fins beaucoup plus géopolitiques, je dirais. Dernier point, Marianne, c'est peut-être les limites aussi du partenariat entre l'Inde et le Japon, notamment en matière d'infrastructure, c'est que il est vraiment le fruit d'un volontarisme politique. Piloté par le haut, par les premiers ministres, il est vu comme d'importance stratégique. Les infrastructures sont un aspect essentiel de ce partenariat. Mais la question se pose souvent du relais que le secteur privé est censé assurer suite à cette mise en route très volontariste que font les États de part et d'autre. Et je crois que, bon, il y a beaucoup d'entreprises japonaises qui ont investi en Inde, sans nul doute, mais il y a toujours quand même
une petite frilosité japonaise à pleinement investir le terrain indien pour la difficulté que l'on sait. Voilà. Et donc, il y a un vrai enjeu entre la vision politique, le volontarisme des États et la capacité des acteurs privés à vraiment suivre la dynamique qui est lancée avec beaucoup de détermination par les États, l'État japonais en premier lieu et les Indiens avec. Je finirai sur cette note. Merci. Merci beaucoup Isabelle de nous avoir vraiment très finement éclairé sur ce partenariat très spécial, je dirais très, très proche, qui est quand même dû à la magie et à cette entente assez unique qu'a su créer effectivement le Premier ministre Shinzo Abe avec l'actuel Premier ministre Modi, et dont on voit le prolongement avec l'actuel gouvernement. Donc, j'espère qu'on aura le temps de revenir plus en détail sur certains aspects, car il y a déjà pas mal de questions sur ce partenariat Inde-Japon et de la même façon sur les ports pour Alexandre Chaldon-Duplé. Chère Maude, je te cède la parole. Peut-être, Isabelle, faut-il que tu... Voilà, merci d'avoir dégagé l'écran, si j'ose dire, car je sais que Maude a quelques slides à passer. Maude, nous t'écoutons. Oui, alors une seconde, voilà. Avec grand plaisir, chère Marianne, merci de me céder la parole et merci pour cette invitation et aux autres intervenants pour leurs exposés absolument passionnants. J'aurai aussi, moi, plein de questions et je pense que nos exposés vont être particulièrement complémentaires, donc je me réjouis de l'ensemble de ces liens qui ont été faits, notamment sur le rôle des acteurs privés, des acteurs politiques pour s'engager ou se réengager dans cette région. Donc moi, mon billet pour aborder la question des infrastructures dites de qualité dans cette région Indo-Pacifique et avec un focus plus particulier sur les coopérations stratégiques États-Unis-Japon. Mon biais sera celui d'une américaniste, bien sûr. Il ne vous aura pas échappé que le partenariat États-Unis-Japon est à l'honneur ces dernières semaines et ces derniers jours, puisque le 23 mai dernier, nous avions une rencontre donc au sommet entre les États-Unis et les différentes pays partenaires de la zone Asie pour se rassembler autour du lancement d'un grand projet américain qui vient sous-tendre en fait cette stratégie indo-pacifique américaine qui est réitérée, renouvelée depuis l'administration Trump, depuis 2018, et qui a été bien rappelée par l'administration Biden. Ce pilier de cette nouvelle stratégie, c'est ce que Marianne nous annonçait en guise de teaser en introduction de cette conférence, en nous parlant de l'IPEF, donc ce fameux Indo-Pacific Economic Framework qui devrait aider à financer des infrastructures de qualité dans cette grande zone Indo-Pacifique. Alors, pour le remettre en contexte, je dirais que l'enjeu de ces financements et de ces infrastructures de qualité pour les États-Unis, c'est d'abord le fait de pouvoir achever la modernisation de cette fameuse bascule stratégique américaine en Indo-Pacifique avec le soutien de ses alliés et partenaires privilégiés dans la zone. Alors, cela s'inscrit aussi dans le renouvellement des alliances traditionnelles des États-Unis, donc qui sont les piliers de la puissance américaine et qui sont au cœur de la doctrine Biden, dont le principal théâtre de réaffirmation de la puissance et de son leadership est bien l'Indo-Pacifique, ce qui ne vous a pas échappé, cette région, donc au cœur des nouvelles compétitions de puissance, des enjeux stratégiques et au cœur aussi de l'ambition de l'administration Biden pour rééquilibrer les influences dans la région. Alors, en quoi, finalement, cette ambition en partenariat étroit avec la puissance japonaise diffère de celle des prédécesseurs de Joe Biden? Quel est l'impact sur l'évolution des partenariats stratégiques dans la zone? Quelle place pour les infrastructures de qualité? Ce sont ces questions que je vais aborder avec vous en vous rappelant que le candidat Biden avait bien rappelé la centralité des enjeux stratégiques en Indo-Pacifique
dans le contexte donc, de la rivalité avec l'hégémon chinois. L'idée était donc de prolonger la priorité qui avait été donnée dans l'ensemble des documents stratégiques américains et dans les actions menées par la puissance américaine auprès de ses alliés depuis 2018 et qui a pris un tournant tout à fait différent en septembre 21 avec la mise en place de l'Alliance de nouvelle génération que représente l'AUKUS et qui favorise la dissuasion intégrée et le recours aux outils cyber, la montée en puissance et qui favorise aussi et qui s'inscrit dans un mouvement qui est celui de plus de dialogue avec les partenaires de la zone Indo-Pacifique dans le cadre du dialogue de sécurité relancé par les États-Unis, qui est le Quad et qui a déjà été mentionné par mes copanélistes. Donc, cette nouvelle stratégie donc en Indo-Pacifique, elle est portée par la Maison-Blanche, plus particulièrement par le Conseil national de sécurité, pour des raisons qui sont particulièrement évidentes. On le sait, hein, il s'agit d'appuyer une grande stratégie, le renouveau d'une grande stratégie qui va se différencier de celle des prédécesseurs de Joe Biden en 2 points. Premier point, il s'agit de répondre à des menaces hybrides de plus en plus nombreuses de la part du géant chinois et donc aussi de répondre à une volonté finalement de garantie de sécurité auprès des partenaires stratégiques des États-Unis, le Japon en premier lieu. On en a encore eu une illustration en milieu de semaine dernière. Et l'idée, c'est d'insister sur la création d'une nouvelle ou de nouvelles architectures de coopération diplomatique et économique qui vont contrebalancer l'influence chinoise en mêlant à la fois des initiatives des partenaires, enfin des pouvoirs publics américains et des acteurs privés. Donc, quelle est la place des infrastructures de qualité dans ce réengagement américain et dans cette réaffirmation et cette modernisation des alliances, en particulier avec les partenaires indiens et japonais? Eh bien, tout cela doit reposer sur cette volonté que les Américains ont portée autour des infrastructures de qualité, qu'ils définissent finalement un peu en accord avec, ou pas un peu, complètement en accord, pardon, avec les principes du G7. Vous vous rappelez peut-être que les principes du G7 concernant les infrastructures de qualité se réfèrent à un large panel de projets qui ont trait à l'amélioration, à la modernisation des infrastructures, transport, électricité, mais aussi technologie numérique, comme le rappelait Marianne en préambule, réseau Internet, 5G, et puis les infrastructures critiques de la cybersécurité, ce qui est un point de coopération important porté par l'administration Biden. Je rappelle que ces principes donc, du G7 ont été publiés selon les principes d'Ise-Shima en 2016. Il y en a 5. Le premier, c'est assurer une gouvernance efficace. Le second, c'est assurer la création d'emplois, le renforcement des capacités, le transfert d'expertise et de savoir-faire pour les communautés locales. Le troisième, c'est la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux. Donc, ce n'est pas quelque chose de véritablement nouveau que porte l'administration Biden. Et le principe numéro 4, c'est assurer l'alignement des projets sur les stratégies économiques et de développement. Le cinquième étant de renforcer la mobilisation efficace des ressources, notamment par le biais de partenariats publics-privés, ce qui est particulièrement intéressant et qui est particulièrement favorisé par le géant américain. Donc, au cœur de ces problématiques, on retrouve bien évidemment le projet contemporain qui a été lancé par le G7 le 12 juin 2021 et qui est le Build Back Better World, le B3W, qui s'intitule aussi An Affirmative Initiative for Meeting the Tremendous Infrastructure Needs of Low and Middle Income Countries, comprendre, répondre en fait aux besoins des petites et moyennes puissances de la zone Indo-Pacifique qui ont besoin de partenariats resserrés avec donc leurs différents alliés américains, mais aussi évidemment japonais. Donc pour achever cette bascule stratégique en Indo-Pacifique, il s'agit pour les États-Unis de mobiliser tous les outils, les piliers de la puissance, ce que les Américains aiment donc condenser sous l'acronyme DIME, Diplomacy, Information, Military and Economics, l'idée étant de porter aux côtés du Japon notamment cette idée d'un Indo-Pacifique libre et ouvert, dont la primeur de l'appellation revient bien sûr aux alliés japonais, mais qui a été repris
largement par les administrations Trump puis Biden, donc depuis 2018, l'idée étant de pouvoir moderniser l'ensemble des infrastructures pour mieux réassurer les partenaires et les alliés de la zone. Donc, l'idée, bien évidemment, c'était de réaffirmer l'hégémonie américaine de manière plus légère, en faisant la promotion de cet Indo-Pacifique libre et ouvert, à l'heure où le rêve chinois de Xi pourrait supplanter le rêve américain, et en tentant aussi, sans doute, de rattraper un certain nombre de ratés de l'administration Trump qui a mis fin aussi au Trans-Pacific Partnership, qui était déjà une structure importante avec des négociations très longues qui avaient été menées par l'administration Obama pour essayer de soutenir en fait le financement d'infrastructures dans cette zone-là. Donc, ce que l'on comprend aussi, c'est que sur le plan sur une échelle un peu différente, l'enjeu de tout cela et de cette ambition américaine, c'est au cœur finalement de l'ambition d'un ordre international renouvelé, adapté aux deux défis du XXIe siècle et plus concentré sur les alliés Indo-Pacifiques, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Thaïlande, en essayant de faire le lien le plus possible avec les alliés de la zone euro-atlantique aussi. Donc, répondre à ces défis, maintenir le leadership des États-Unis, cela nécessite d'apporter des réponses globales et des réponses dites asymétriques. C'est ce sont les termes employés par Rush Doshi, le conseiller à la sécurité nationale, qui a posé le cadre de la compétition États-Unis-Chine au sein du Conseil national de sécurité, en faisant la promotion aussi et en poussant à l'investissement américain dans des capacités davantage de déni d'accès pour pallier les vulnérabilités à la stratégie A2AD chinoise. Ça a été rappelé et porté aussi par l'amiral Philip Davidson, qui est le commandant de l'Indo-PACOM dans cette zone, et qui rappelait en mars dernier que cette région Asie-Pacifique, qui représente un théâtre bien plus large pour les États-Unis en termes de réseau d'alliances et que l'espace euro-atlantique, eh bien, cet espace-là nécessite de moderniser l'ensemble des infrastructures pour qu'elles soient moins vulnérables donc à des attaques chinoises possibles. Cela nécessite de moderniser aussi les infrastructures des bases américaines qui sont finalement peu nombreuses dans la zone, en particulier l'île de Guam, la base de Guam, bien évidemment, et puis en développant une possibilité de se prémunir, notamment contre des attaques de missiles chinois, éventuellement, puisque l'ensemble de ces problématiques seraient, pour les Américains, transférables à d'autres zones que la zone Indo-Pacifique, et notamment le continent européen, puisque les problématiques sont les mêmes. L'idée était d'étudier la construction d'infrastructures d'information dites résilientes avec ce que les Américains appellent des systèmes ISR innovants. Alors, c'est surtout sur le plan économique et politique, on l'a compris, que ces infrastructures de qualité pourront être soutenues et que les États-Unis de Joe Biden ont pour objectif de poursuivre l'endiguement de l'influence chinoise dans des organisations internationales existantes dans la zone Indo-Pacifique et puis en faisant la promotion de d'autres types de dialogues. Alors, c'est de nouvelles architectures diplomatiques et économiques que l'administration de Joe Biden tente de mettre en œuvre. L'idée étant depuis la parution de la Global Posture Review de décembre 2021, de pouvoir confirmer cette ligne, à savoir proposer un better deal aux petites et moyennes puissances de la zone pour que, en privilégiant le dialogue diplomatique et les soutiens économiques,
Et c'est donc l'idée pour les États-Unis de se montrer particulièrement attractif, ce qui n'est pas simplement en proposant uniquement des garanties de sécurité qui sont souvent reliées au traditionnel parapluie militaire américain, l'idée étant de développer ce que l'administration Trump avait appelé cette stratégie multidimensionnelle ambitieuse pour la zone Indo-Pacifique. Ici, pour l'administration Biden, il s'agit après la pandémie, de pouvoir proposer des infrastructures de qualité qui soient résilientes au changement climatique et surtout qui soient particulièrement efficaces face aux différentes rivalités de puissance et notamment à la guerre commerciale inachevée que les États-Unis se livrent avec la Chine. On a rappelé les enjeux que cette zone Indo-Pacifique pouvait représenter en termes d'investissement américain et d'investissement direct à l'étranger en particulier. Pour ne pas prendre trop de temps, je rappellerai que donc, pour répondre aux besoins de ces petites et moyennes puissances de la zone, en développant l'Indo-Pacific Economic Framework que j'annonçais en préambule et qui est porté par la représentante au commerce extérieur américain, Tai, ce cadre, en fait, met en avant en particulier les coopérations en matière d'économie digitale et la nécessaire mise en œuvre de normes strictes concernant l'environnement ou les conditions de travail dans cette zone-là. Pour répondre aux petites et moyennes puissances de la zone, et donc, il faut d'abord être capable d'évaluer finalement quels sont leurs besoins en termes d'investissement. C'est ce que les Américains ont essayé de faire, comme on le voit sur la carte à l'écran. Et c'est ce que les donc responsables américains ont aussi rappelé lors du sommet ASEAN-États-Unis à Washington les 12 et 13 mai 2022, puisque à cette occasion, les États-Unis se sont engagés à œuvrer aux côtés des partenaires de l'ASEAN pour répondre aux besoins d'infrastructures de la région en catalysant les investissements dans des projets d'infrastructures dits de haut niveau, transparents, à faible émission de carbone et résilients au changement climatique, donc ce qui répond au cahier des charges que j'évoquais tout à l'heure. L'idée aussi, c'est bien évidemment de soutenir tout ce qui est développement d'infrastructures numériques de l'ASEAN. Et tout cela est mené ou serait mené pour les États-Unis en partenariat étroit avec leurs alliés japonais. C'est ce qui a été rappelé de manière très emblématique le 23 mai 2022 à Tokyo par le président Biden et devant donc ces 12 homologues régionaux lors du lancement officiel de ce cadre économique pour la prospérité dans l'Indo-Pacifique et donc l'Indo-Pacific Economic Framework. On comprend très bien qu'il s'agit ici de moderniser la présence ou le réengagement américain 5 ans après le retrait des États-Unis du partenariat transpacifique, le TPP. Donc ici, il s'agit pour les États-Unis de réaffirmer leur engagement économique et de réassurer en même temps l'ensemble de leurs partenaires. Alors, comment cela va-t-il s'organiser? L'IPEF repose sur 4 piliers, une économie connectée, une économie résiliente, une économie propre et une économie équitable. Pour chacun de ces piliers, dans la droite ligne finalement de ce qui avait été mis en place sous l'administration Trump après le vote du Build Act, qui était donc la première législation bipartisane qui permettait de soutenir des investissements américains et conjoints avec d'autres partenaires, et notamment des partenaires et des investisseurs japonais dans la zone Indo-Pacifique, comme à Jakarta par exemple. Eh bien, dans la ligne de cette politique-là, les projets d'infrastructures qui sont de qualité, qui sont pensés par les États-Unis de l'administration Biden, vont tourner autour du Blue Dot Network, qui est cette initiative formée par les États-Unis, le Japon et l'Australie, comme vous le voyez à l'écran, qui vont être également soutenus par un certain nombre donc, d'acteurs dits paragouvernementaux. Ce sont des agences paragouvernementales, ce qui est finalement l'appareil plutôt traditionnel de soutien de la puissance américaine lorsqu'il se lance dans l'aide au développement et dans les investissements à l'étranger. Alors, dans les acteurs paragouvernementaux notables, on retiendra l'Infrastructure
Transaction and Assistance Network, ou ITAN, qui a été lancé en juillet 2018 et qui est soutenu davantage par l'administration Biden avec USAID, donc l'agence d'aide internationale au développement américain. Cette agence pour le développement international est soutenue par le département d'État. Elle soutient aussi un partenariat extrêmement important pour la relation avec l'ensemble des pays partenaires de la zone et avec le Japon en particulier. Il s'agit du Digital Connectivity and Cyber Security Partnership. On le comprend parce que quand je parlais de parapluie militaire américain traditionnel, eh bien aujourd'hui, les petites et moyennes puissances de la zone ont aussi besoin de s'assurer donc de la sécurité d'infrastructures critiques qui sont des infrastructures cyber, et elles ne sont pas nécessairement suffisamment équipées en termes de réponse. Donc, l'idée est de pouvoir promouvoir une économie numérique ouverte, interopérable, fiable et sécurisée. Donc, ce CCP travaille avec l'ensemble des pays partenaires de la zone, comme je l'ai rappelé. L'idée de promouvoir des politiques réglementaires transparentes pour des marchés ouverts et compétitifs en renforçant la capacité donc des différents partenaires et alliés de la zone en matière de cybersécurité pour faire face aux menaces communes par le biais d'un engagement avec le secteur privé, le gouvernement et la société civile. Donc, on a bien ici la volonté d'une architecture publique-privée et qui peut être et qui est plus renforcée donc, entre le Japon et les États-Unis, qui sont bien sûr au cœur de cette stratégie-là. Je vous fais grâce des exemples qu'on pourrait avoir pour l'Inde, le Timor, les Philippines, dans l'ensemble de ces projets et qui sont au cœur de toute cette stratégie. Et je viens sur des points de conclusion pour laisser la parole à ma collègue, à notre dernière panéliste. Il y a aujourd'hui une convergence évidente donc, des stratégies américaines et japonaises concernant le financement et la construction d'infrastructures de qualité dans la zone Indo-Pacifique, on l'a vu ces dernières semaines. En avril 21, lors du sommet des dirigeants américano-japonais, les États-Unis et le Japon avaient lancé ce partenariat pour la compétitivité et la résilience. Cela avance à l'horizon 2050 pour favoriser la décarbonisation des économies, accélérer des voies de transition diverses, ambitieuses et réalistes dans la région en vue de parvenir à des émissions nettes nulles à l'échelle mondiale, donc au plus tard en 2050. Et cela s'inscrit dans le US Clean Energy Partnership, le JUCEP, duquel le Japon est partenaire. Et puis, l'autre pilier de cette coopération resserrée entre les États-Unis et le Japon dans le cadre du soutien aux infrastructures de qualité, c'est sans doute le partenariat mondial pour la connectivité numérique, le Global Digital Connectivity Partnership dont je parlais. Donc, aujourd'hui, les États-Unis et le Japon se sont engagés, je le rappelais en préambule, le 23 mai 2022, à intensifier leur collaboration sur les infrastructures de qualité pour venir en soutien dans le cadre du US-Japan Competitiveness and Resilience Partnership à d'autres pays partenaires de la zone, l'Australie, les États fédérés de Micronésie, le Kiribati et le Nauru, afin d'améliorer particulièrement la connectivité Internet grâce à un nouveau câble de télécommunications sous-marin. Et par ailleurs, et en dernier point, il faut rappeler que l'économie numérique et le développement durable sont promus de manière conjointe par le Japon et les États-Unis dans le cadre du protocole de coopération entre les États-Unis et la Trade and Development Agency donc, et la Banque japonaise pour la coopération internationale, ce qui donne concrètement finalement des partenariats pour collaborer à l'électrification de la Papouasie-Nouvelle-Guinée notamment, ce qui soutient un objectif ambitieux de faire passer le taux d'électrification de 13 à 70% d'ici 2030. Donc, ces partenariats sont
critiques sont au cœur des stratégies indo-pacifiques des deux États. Les principales limites que l'on pourrait envisager sont des limites qui sont liées aux politiques internes des États-Unis, aux crises de politique éventuellement internes aux États-Unis, ou bien peut-être parfois aussi à la difficulté de travailler avec des partenaires qui n'ont pas les mêmes régimes politiques et dont certaines tendances à l'illibéralisme pourraient freiner en fait la mise en œuvre de partenariats plus avant. C'est un atout pour les États-Unis et le Japon de pouvoir travailler avec des référents ou des cadres plus ou moins communs dans la mesure où, comme le rappelle souvent l'administration Biden, il y a un certain nombre de valeurs partagées avec leurs alliés et avant tout aussi le fait que le Japon et les États-Unis aient des régimes et des valeurs démocratiques partagées. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je répondrai à toutes les questions de l'audience par la suite. Merci beaucoup. Merci Maud d'avoir mis de la clarté dans l'ensemble de ces initiatives américaines qui reposent sur beaucoup de partenariats et notamment bien sûr le partenariat avec le Japon et qui allaient, je dirais, s'accumulant les unes après les autres et on avait du mal, je dirais, à distinguer quelle était la nouveauté, par exemple, de l'IPEF. Donc, merci de l'avoir décortiqué pour nous. Il y a effectivement déjà beaucoup de questions et c'est vrai que je me retourne avec beaucoup de curiosité vers Eva parce que l'Union européenne, c'est quand même un acteur indo-pacifique qui paraît peut-être un peu lointain pour les pays de la zone. Et bien sûr, la question, c'est que peut apporter l'Union européenne dans ce domaine et dans le cadre de ce partenariat avec le Japon qui existe dans bien d'autres dimensions, et notamment, et puis on parle très très régulièrement dans le domaine de la sécurité maritime. Donc, Eva, nous t'écoutons. Merci beaucoup, Marianne. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous. Je vais essayer d'être brève vu le temps qui passe. En tout cas, c'est un plaisir de faire partie de la discussion et de pouvoir la compléter avec la perspective européenne et comment on va voir justement la connectivité est effectivement un pilier central de l'engagement européen dans l'Indo-Pacifique et de la coopération avec son partenaire clair qui est le Japon. Et avant de commencer, comme Marianne a dit, ce n'est pas forcément tout à fait clair pour tout le monde. Donc, pour rappeler juste un petit contexte stratégique, je pense qu'il est absolument essentiel de rappeler l'importance économique de la zone pour l'Europe, mais aussi de l'Europe qui est le plus grand marché mondial pour ses partenaires asiatiques. Donc, il faut rappeler que l'Union européenne est le premier partenaire commercial de la Chine, qu'avec le Japon, normalement avec le FTI qui est en place depuis 2018-2019, constitue 30% de PIB mondial. Donc, la connectivité et les infrastructures font absolument partie de cet engagement et sont nécessaires. Ce qu'il faut aussi rappeler, et ce qui est intéressant de voir, que c'est grâce à la connectivité et les fameuses routes de la soie chinoises que l'Union européenne, l'Europe, s'est en quelque sorte éveillée sur la question chinoise. Donc, ou en tout cas, à réaliser l'importance et l'ampleur du défi chinois, qui jusque-là, ou pendant très très longtemps, en fait, est une opportunité économique, était un investisseur qui était bien utile, mais en fait, on se rendait pas compte du prix politique qu'il y avait à payer finalement de ces investissements-là. Et c'était au moment que cela arrive en Europe même qu'on peut tracer ce moment tournant à peu près en 2016, où le Parlement européen a voté, s'est opposé à l'accord de statut de l'économie de marché à la Chine. Et c'est à partir de 2016 qu'on voit un petit peu ce détachement ou cette cautiousness envers la Chine en Europe. Concrètement, c'était par exemple l'opposition de la Grèce à un accord ou à une déclaration commune de l'Union européenne suite à la décision de la Cour d'arbitrage en mer de Chine du Sud en 2016.
C'était l'opposition de la Hongrie ou certaines déclarations, pareil, qui critiquaient les droits de l'homme, etc. Tout d'un coup, on s'est rendu compte que c'était pas juste des investissements pour rien. Donc, l'Europe devient un peu plus avertie et un peu plus stricte par rapport à la Chine. Bien sûr, et ça a été rappelé plusieurs fois dans les interventions précédentes, c'est un contexte, enfin, l'Indo-Pacifique est une région assez divisée par la rivalité entre la Chine et les États-Unis, et la connectivité est un outil de compétition stratégique. Tout le monde fait de la connectivité, la connectivité plaît à tout le monde. C'est un besoin objectif, ça a été rappelé par Maud et par d'autres intervenants. Donc, les besoins de l'Asie du Sud-Est, de l'Asie du Sud, mais aussi d'Afrique et du Moyen-Orient qui font partie de la zone Indo-Pacifique en large sont absolument énormes. Donc, si je devrais spoiler et sauter jusqu'à la conclusion, je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin de compétition parce qu'il y a besoin pour tous les investissements, inclus les Chinois. Il suffit juste de bien coordonner et effectivement présenter des alternatives, mais des besoins sont absolument énormes. Le Japon, donc la connectivité fait partie de son Free and Open Indo-Pacific Concept. L'ASEAN place la connectivité au centre de sa stratégie, de son outlook pour l'Indo-Pacifique. On a rappelé le Blue Dot Network, le Build Back Better World. Tous ces initiatives se multiplient. Et donc, le but, c'est vraiment de créer une compétition saine, à mon avis. Et l'Europe, c'est quelque chose qu'elle a compris depuis un moment. Aujourd'hui, la initiative phare, c'est le Global Gateway, mais j'aimerais bien rappeler que la connectivité, en fait, était vraiment le point d'accroche, le point de focus de base de l'Union européenne, donc le plus gros marché, hein, la puissance économique et normative que l'Union européenne est, déjà en 2018, donc bien avant la publication de la stratégie sur l'Indo-Pacifique qui date de 2021. Donc, la Connecting Europe and Asia était vraiment le premier document qui trace en quelque sorte les termes de référence de l'engagement européen. Donc, ce sera la transparence, la durabilité économique, sociale, environnementale, financière, etc. des différents projets. Donc, en réaction, bien sûr, à la Belt and Road Initiative. Et la promotion de l'état de droit, qui est donc un bien manquant un petit peu dans la zone. La stratégie de la coopération en Indo-Pacifique qui a été publiée en septembre 2021 est assez compréhensible, ce qu'on aime bien dire en jargon européen, c'est-à-dire qu'elle n'est pas visée forcément juste sur la sécurité de défense, mais également sur la gouvernance, sur la connectivité et voilà, la transition verte, etc. Et finalement, donc, la Global Gateway. Donc, on a 5 priorités dans la Global Gateway: la transition numérique, l'énergie renouvelable, éducation, recherche. Ce n'est pas seulement l'infrastructure matérielle, mais aussi non matérielle. Et je reviendrai dessus un petit peu plus tard. En plus de ces instruments internes, l'Union européenne a multiplié des accords. Donc, le Japon est un des partenaires, donc le partenaire clé, effectivement, mais aussi l'Inde et l'ASEAN et l'Australie ont des partenariats bilatéraux avec l'Union européenne sur la connectivité qui sont plus ou moins faits sur mesure à chaque fois. Donc, n'oublions pas que l'Union européenne a des partenariats dits stratégiques avec tous ces partenaires-là, qui sont différents selon les besoins, selon ce qu'on peut offrir à nos partenaires et ce que les partenaires veulent, tout simplement. Donc, avec le Japon, c'est beaucoup de coopération sur les standards. Je trouvais des standards sur l'exploitation des données, dans le digital, sur effectivement la transparence, etc. On en a parlé. Et la durabilité. Et c'est aussi beaucoup de coopération dans les pays tiers, dans les marchés tiers. Donc, en Afrique et de plus en plus en Europe orientale, en Asie centrale et dans les Balkans orientaux, où le Japon est très actif et forcément l'Union européenne également.
Avec l'ASEAN, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est beaucoup la connectivité digitale. C'est quelque chose, je pense, qui mériterait même un événement à part parce que ça a été mentionné par Maud, le digital est effectivement le futur un peu de la connectivité, même si l'infrastructure traditionnelle reste toujours importante. Mais notamment dans les marchés jeunes comme l'ASEAN, c'est vraiment le domaine qui va exploser et qui est en train d'exploser et où il y a encore tout à faire. Et on a aussi tout à apprendre du côté européen. La fameuse Global Gateway, donc une ampleur absolument phénoménale pour l'Europe, 300 milliards d'euros normalement qui sont promis d'être engagés d'ici 2027. Alors, c'est une combinaison de subventions, de prêts à des conditions favorables, un système de crédit à l'exportation normalement qui devrait être accordé à travers les États membres pour garantir des conditions de concurrence équitables aux entreprises européennes dans la zone et qui normalement donc, devrait obéir des différentes conditions, donc la sécurité, la transition écologique, le digital, etc. C'est ce qu'on appelle l'approche Team Europe, c'est-à-dire que c'est mené par l'Union européenne, mais également par les États membres, leurs institutions financières, les délégations dans les pays cibles qui normalement font des prospections, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la Team Europe. Si jamais vous rencontrez ce terme dans d'autres discussions, ça peut être bien utile. Et finalement, donc, c'est une initiative qui normalement devrait exploiter des synergies avec tous les partenaires et tout ce qui existe. Donc, c'est aussi un des atouts, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'initiatives déjà sur place par des différents acteurs et qu'il fallait coordonner. Donc, typiquement avec le Build Back Better World, qui est donc l'initiative de G7 ou des États-Unis, il y a cet effort de coordination et l'Union européenne et le Japon, avec leurs partenaires clés, en font partie. Un petit peu sur le partenariat, donc Union européenne-Japon. C'est juste un petit timeline pour rappeler le rapprochement absolument considérable qu'on peut observer depuis à peu près 2018 entre les deux partenaires. Donc, on a toujours rappelé que tout est mené tout d'abord du côté politique. Donc, c'est un rapprochement politique qui est lié à un certain nombre de facteurs géopolitiques, que ce soit le déclin ou le recul relatif des États-Unis dans le contexte de la présidence de Donald Trump, qui a mené beaucoup de ses alliés à diversifier un peu leurs partenaires stratégiques ou à chercher un peu plus d'indépendance, un peu plus de marge d'œuvre. Donc, ça a vraiment contribué au rapprochement avec l'Union européenne. C'était aussi le Brexit qui a forcé le Japon à regarder du côté de Bruxelles, alors que traditionnellement, le partenaire, c'était plus Londres, Paris ou Berlin. Finalement, un rapprochement assez considérable aussi dans le contexte de la guerre en Ukraine, qu'on peut voir vraiment depuis le début de l'année, qui, à travers le rapprochement entre la Chine et la Russie, finalement a constitué un terrain d'entente et une menace stratégique commune. Donc, il y a énormément d'échanges en ce moment et depuis les débuts de la crise entre le Japon et Bruxelles dans ce domaine. Le partenariat stratégique qui a été conclu donc en 2018, pour tout vous dire, était important politiquement, hein, mais était assez vague. C'était un peu une longue liste de courses, il y avait une quarantaine d'actions à prendre, très très générale. Et du coup, même les dirigeants s'en rendaient compte. Et du coup, le partenariat sur la connectivité, donc, qui était conclu juste quelques mois plus tard, en 2019, était censé apporter un peu plus de concret, un peu plus de substance, parce qu'on s'est rendu compte que les deux pays avaient beaucoup en commun, avaient beaucoup apporté en connectivité, que ce soit donc la qualité, ce qui est un peu le brevet pour le Japon et l'Europe, les standards,
On partageait également une grande tradition d'aide au développement, donc qui est vraiment le précurseur finalement de la coopération en matière de connectivité, où les deux acteurs souffraient un petit peu de ce label d'être des caisses et veulent devenir des acteurs, donc from payer to player. Et c'est quelque chose qui ramène beaucoup les deux capitales ensemble. Et finalement, le partenariat digital, donc, qui a été conclu il y a juste 2 semaines lors du dernier sommet EU-Japon, qui a aussi des éléments de connectivité avec le commerce numérique, la coopération en matière d'intelligence artificielle, etc. Alors, je fais très vite, hein, je suis désolée. Et parce qu'on aime bien le concret, donc souvent on me demande qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a comme projet concret. Donc je me suis un peu cassé la tête à chercher les projets concrets. Il y en a quelques-uns. Alors ça, c'est toute la liste de projets qui sont où les deux acteurs agissent main en main ou en parallèle, donc dans le Mekong. Gestion des crises en ASEAN, infrastructure frontalière au Tadjikistan, entre l'Afghanistan et le Tadjikistan, un nombre de projets en Afrique et également des sujets globaux. Donc, forcément, la sécurité maritime, la pollution marine, souvent sous les enseignes de Nations Unies, parce qu'on aime bien aussi coopérer et faire les choses sous le chapeau des Nations Unies, à remplir les Sustainable Development Goals, etc. Donc, sécurité maritime, réduction des risques de désastre, etc. Par intérêt du temps, je vais couper court et aller directement à la conclusion. Donc, c'est un partenariat très logique. Donc, les deux sont forcément des très bons amis depuis très, très longtemps. C'est 2 pays démocratiques, alors ça plaît ou ça déplaît, mais l'avantage, c'est effectivement de pouvoir coopérer avec d'autres acteurs, notamment dans le Build Back Better World Framework, et à promouvoir donc, le fameux état de droit qui est un peu en péril en ce moment dans la région. Ces 2 acteurs qui portent beaucoup d'attaches au multilatéralisme, contrairement à d'autres acteurs d'ailleurs, inclus l'Inde par exemple, ou bien sûr la Chine, ou même certains des États-Unis, et qui ont des grosses capacités financières, technologiques et environnementaux, etc. Bon, bien sûr, tout n'est pas rose. C'est 2 bureaucraties extrêmement compliquées. Donc, la coopération est lente. J'aurais adoré vous parler des détails sur les groupes de travail joints et comment on procède, etc. Malheureusement, on n'a pas le temps. Il y a certaines limites, notamment dans les régulations de l'approvisionnement, qui sont tout simplement liées à des systèmes différents qui peuvent poser des problèmes, par exemple, dans l'implémentation des projets très larges. Mais en tout, on pourrait dire que c'est peut-être des problèmes logistiques, donc possibles à résoudre. On peut s'attendre clairement à que ça soit lent. Mais un des avantages avec des projets européens et d'ailleurs japonais, c'est que c'est peut-être lent, mais on peut compter dessus. Et il y a une base assez solide. Une fois qu'on décide, on est à peu près sûr que ça va se passer. Donc voilà, je vais arrêter là parce que je vois qu'on a largement dépassé le temps qui nous a été accordé. Et j'aurais adoré approfondir, mais voilà, c'est comme ça. Donc bonne soirée, merci. Merci Eva, et d'ailleurs merci à tous. J'ai un peu honte de vous avoir fait subir une sorte de marathon en vous imposant ce sujet si vaste, hein, c'est vrai, et en vous imposant une limite de temps. Et je vous remercie d'avoir eu ce souci, mais quand même de rentrer dans la substance. D'avoir préparé des slides pour nos auditeurs, pour les aider à bien s'imprégner des spécificités
et de l'intérêt et de l'importance, surtout, c'est ce qu'on retiendra, toutes ces coopérations sur les infrastructures, qui est vraiment une thématique majeure pour l'Indo-Pacifique, que l'on se place, et Alexandre l'a bien rappelé, du point de vue chinois avec sa BRI, et qui a bien compris peut-être à un usage plus interne, plus unilatéral que multilatéral, l'intérêt de moderniser les infrastructures, que finalement le Japon, l'Inde, les États-Unis, l'Europe, qui tous se sont accordés à en faire un thème de coopération. Et justement, finalement, moi, j'aurais tendance à trouver que le Japon a quand même un rôle assez essentiel dans cette substance qui est mise, très concrète, qui est mise dans ce concept d'Indo-Pacifique. On a quand même tendance un peu très rapidement à juger comme une stratégie d'endiguement, quand même à dominante stratégico-militaire de la Chine, alors qu'il y a quand même le souci, en tout cas une prise de conscience de ce besoin en infrastructure qui pousse les partenaires se réclamant de l'Indo-Pacifique à se rapprocher les uns les autres et à chercher des points, je dirais, de complémentarité. Et ça rejoint un peu, et très rapidement, je vais vous laisser à chacun une petite minute pour répondre à cette question, si vous voulez bien. Et on va reprendre l'ordre de la prise de parole, Alexandre, Isabelle, Maude et Eva. C'est en fait cette question qui est revenue de nos auditeurs sur en fait l'utilité de ces initiatives. Je ne dis pas l'utilité, mais en fait la BRI quand même est installée dans le paysage, a quand même déployé un certain nombre de projets, a reçu un accueil assez favorable malgré certaines critiques sur le piège de la dette. Et est-ce que finalement, le Japon se rapprochant de l'Inde, les États-Unis égrenant un certain nombre d'accords, l'Union européenne arrivant peut-être un peu tardivement sur le terrain de l'Indo-Pacifique et des infrastructures, est-ce que finalement ces stratégies sont plus des stratégies de réaction et quel est l'espace réel qu'il leur reste alors qu'on a quand même le sentiment que la Chine a largement, je dirais, installé cette thématique des infrastructures comme un outil d'influence qui lui permet d'ailleurs actuellement d'avancer dans le Pacifique Sud parce qu'au fond, on a le sentiment qu'après s'être quand même assez durablement installé dans l'océan Indien, à avoir, je dirais, consolidé sa présence en Asie du Sud-Est, quand même, la Chine reste un partenaire essentiel pour beaucoup de pays, eh bien, elle est désormais en train d'avancer vers le Pacifique Sud, avec toujours cette capacité à séduire, à allonger beaucoup d'argent et à peut-être tenir compte d'un certain nombre de critiques qui ont été formulées, et notamment l'absence de qualité, l'absence de durabilité, l'absence de capacité de renégocier les contrats. Et elle est revenue sur un certain nombre de ces points négatifs. Elle s'est montrée capable d'une certaine adaptation. Eva, tu souhaites répondre en premier, mais on peut peut-être faire un ordre inverse. Allez, Eva, Maude, je m'embrouille, Maude, Isabelle et puis Alexandre. Voilà. Eva, Voilà. je te laisse répondre. Enfin, Merci beaucoup, Marianne. Et je vais être encore très brève parce que je pense que la désolée. discussion, honnêtement, mérite beaucoup plus de temps parce qu'elle est fascinante. 2 points sur ça. Je pense que, et on ne l'a pas rappelé suffisamment, que ce n'est pas forcément réactif, en tout cas pas pour le Japon, parce que le Japon a toujours utilisé la connectivité, mais on l'appelait peut-être pas connectivité, hein, c'était pas à la mode, a toujours utilisé les investissements et l'amélioration des infrastructures économiques, de la sûreté maritime, de la sûreté de navigation, des aides de navigation, a toujours utilisé ça comme une point d'entrée, comme un leverage diplomatique. Donc ça a été vraiment une base
de son engagement en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud, finalement depuis la fin des années 70, depuis la doctrine Fukuda. Donc il n'y a absolument rien de nouveau, c'est une question de branding un peu. Et que la Belt and Road, finalement, nous a, voilà, peut-être la bonne chose qu'on peut dire sur la Belt and Road, c'est que ça a effectivement attiré énormément d'attention médiatique et politique sur ce problème qui, avant, tout simplement, était l'aide au développement ou labellé de manière différente. Le grand défi, et très honnêtement, je pense que c'est plus une question de coordination, comment on peut résoudre ça, c'est de simplement coordonner, parce qu'il y a de l'espace pour tout le monde. Donc, c'est bien que grâce finalement aux Chinois, on s'est tous tournés vers cette problématique, parce qu'il y en avait besoin. Et maintenant, il faut tout simplement garantir un espace de compétition saine, parce que c'est des investissements privés. On a tendance à le surstratégiser parce qu'il y a effectivement une dimension stratégique, mais ça reste des investissements privés, ça reste des projets très concrets. Et en ajoutant un petit peu des notions de durabilité, de transparence, c'est tout simplement juste de mettre des termes à cette compétition qui se passe naturellement et essayer de la garder un petit peu saine, tout simplement, de proposer des alternatives pour que les pays puissent choisir autre chose que la Chine. N'oublions pas que ce n'est pas juste les pays en développement, et j'arrête pas de le répéter, ce n'est pas juste les pays en développement qui font recours à ces investissements-là. Ces investissements chinois sont attractifs pour tout le monde. Mais d'essayer d'apporter plus de clarité sur les strings attached et sur la durabilité de ces investissements peut déjà aider un petit peu, et tout simplement d'être sur place. Les Américains se sont réveillés un peu plus tard, mais c'est mieux vaut tard que jamais. Et puis voilà, il faut qu'on fonce et qu'on s'y mette tous. Voilà, c'était un grand, grand plaisir et je dois m'excuser, je dois vraiment, vraiment y aller. Merci Eva, merci d'avoir été avec nous et à bientôt peut-être pour une autre conférence, en tout cas très, 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 très volontiers. Merci. Merci encore. Maude, est-ce que les États-Unis se sont réveillés un petit peu tard Alors, je remercie ma collègue pour cette intervention que je viendrai compléter et appuyer dans son sens, puisqu'elle parlait de branding et rebranding. On est bien là avec l'administration Biden, et c'est ce que j'essayais de rappeler en faisant des allusions un petit peu appuyées au Trans-Pacific Partnership qui avait été mis en place par Barack Obama. Évidemment, les Américains les responsables politiques américains sont conscients depuis un certain temps déjà, depuis plus d'une dizaine d'années, que pour achever cette bascule stratégique vers l'Asie-Pacifique, il ne s'agit plus d'offrir uniquement des garanties de sécurité, mais aussi des investissements importants avec des partenaires économiques solides pour contrer pas simplement le grand projet chinois des routes de la soie, mais tout simplement aussi être capable d'investir dans ces marchés, de promouvoir plus de connectivité avec des grands acteurs et des partenaires privés que sont les GAFAM et qui sont très utiles dans cette région-là et en même temps très limités, puisque comme l'a rappelé le président Biden, en matière de connectivité et d'accès finalement à des flux Internet plus aisés, il s'agirait de faire tomber ce qu'il a appelé, lui, en rappel aux administrations précédentes, les murs de l'Internet. Donc tout cela fait partie de ce grand projet. Les Américains ne se sont pas forcément réveillés tard, mais il y a eu aussi l'administration Trump entre les deux qui n'a pas facilité, disons, les projets qui avaient été menés par les artisans du pivot vers l'Asie qui étaient conseillés déjà d'Obama et que l'on retrouve qu'on retrouve en grand nombre au sein du Conseil national de sécurité du président Biden et qui appuie et qui donc encourage toutes ces initiatives de l'IPEF. La petite subtilité notable, c'est que je vous ai présenté tout à l'heure dans l'exposé 4 piliers qui sous-tendent l'IPEF et qui sont proposés aux partenaires économiques petites et moyennes puissances de la zone. D'abord, ces partenariats et l'IPEF ne sera pas soumis ou présenté devant le Congrès.
donc soumis à approbation, ce qui aurait pu être un frein ou une limite dans un contexte très d'hyper-partisanerie américaine et que l'on met souvent en avant en ce qui concerne des projets de ce type. Ce fut le cas pour le TPP. Et par ailleurs, l'ensemble des partenaires des États-Unis à qui l'on propose donc de rentrer et de participer à l'IPEF pourra choisir un des 4 piliers. Alors, ou les 4, ce serait encore mieux, mais n'est pas contraint d'adopter les normes qui sont induites et les cadres qui sont posés par ces 4 piliers de l'IPEF, ce qui donne de la souplesse dans la négociation et qui permet finalement de faire un petit peu du sur-mesure, puisque comme je le rappelais en conclusion, on a quand même affaire aussi à des relations bilatérales qui peuvent être un peu compliquées. On l'avait vu déjà lors de la négociation du Trans-Pacific Partnership qui avait été négocié pied à pied, partenaire par partenaire. Voilà, donc maintenant, c'est sans doute aussi en ce qui concerne ce grand projet ambitieux de l'administration Biden, ça s'inscrit dans une doctrine forte qui est portée par les démocrates, qui est sous-tendue par ces agences paragouvernementales qui ont été redotées finalement, peut-être, et sans doute assez tard. Maintenant, il faudra savoir comment la coordination avec les partenaires privés, les grandes entreprises privées, va être suffisamment efficace pour proposer des investissements concurrents des investissements chinois. Et là, la tâche est encore immense, y compris pour les États-Unis. Donc, tout partenariat avec des pays de la zone efficace est bienvenu. Merci Maud pour cette réponse. Isabelle, quel commentaire ferais-tu sur cette question un petit peu de la réactivité de cet ensemble d'initiatives sur les infrastructures, une réactivité par rapport à la BRI qui arrive peut-être un peu tard, quoique tu nous aies présenté quand même un partenariat très axé sur les besoins indiens, donc en fait peut-être pas assez tourné vers le reste de l'Indo-Pacifique. Je ne sais pas, je te laisse nous en parler mieux que je ne saurais le faire. Une minute, bien sûr. Sur la réactivité, comme mes 2 collègues, effectivement, les dynamiques étaient enclenchées auparavant. Le Japon n'a pas attendu 2013 pour investir massivement en Inde. Tout ça a été... certains des grands projets que j'ai évoqués étaient déjà lancés avant. Les nouvelles routes de la soie, ça, je crois, plutôt accéléré certaines dynamiques latentes. Je pense que ça a accéléré des dynamiques de rivalité, notamment entre la Chine et les États-Unis. Et je crois que le succès monumental qu'ont eu les routes de la soie jusqu'en 2017 ont été une douche froide pour les États-Unis et qui ont compris quand même pour la première fois qu'ils n'étaient plus forcément les seuls à pouvoir proposer un récit collectif qui faisait rêver. Et ça a été, je crois, quand même un moment très important pour les États-Unis de comprendre que le discours dominant n'était pas forcément leur apanage, ne l'était plus. Donc ça, c'est le premier élément à mon sens en termes idéationnels. Les rivalités accélérées, les conflits accélérés. Quand on se situe en Asie du Sud, ces questions de connectivité, ce ne sont pas que des enjeux économiques, ce sont des vrais enjeux potentiellement conflictuels. Pourquoi ? Parce que les Chinois, sous couvert de corridors économiques Chine-Pakistan, Kashgar-Gwadar, investissent au Cachemire sous contrôle pakistanais. Donc, s'immiscent de facto sur un territoire qui est revendiqué par l'Inde. Non pas que je soutienne la revendication indienne, ce n'est pas la question, mais ils s'immiscent dans un conflit bilatéral et ils aident une partie, le Pakistan, à asseoir et à légitimer son assise et sa souveraineté sur un territoire qui est conflictuel. Et ça, pour les Indiens, c'est absolument non négociable. Donc, il ne faut quand même pas sous-estimer le potentiel conflictuel de certains investissements chinois
dans des régions qui sont déjà très polarisées, comme c'est le cas en Asie du Sud. Le troisième élément, effet d'accélération, c'est tout simplement, là encore en termes idéationnels, la jonction qui a été faite entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Là encore, c'était quelque chose qui était latent. Cette idée d'Indo-Pacifique, elle était déjà en circulation dans les think tanks, et Abe lui-même l'avait évoqué sans la nommer telle qu'elle en 2007. Mais enfin, ça n'était pas encore acté, si vous voulez. Or, les nouvelles routes de la soie, elles ont montré de facto qu'il y avait une continuité géographique entre l'océan Pacifique et l'océan Indien. Quoi qu'en disent les Chinois, ils ont été bien les acteurs qui ont mis en œuvre les premiers, de façon la plus concrète qui soit, cette idée qui paraissait assez farfelue jusqu'alors de passer de l'Asie-Pacifique à une espèce d'espace encore plus grand qu'était l'Indo-Pacifique. Donc, ils ont accéléré, là encore, ce changement idéationnel, ce changement de paradigme dans les représentations vers l'Indo-Pacifique, même s'ils s'en défendent et même s'ils sont les premiers à dire que l'Indo-Pacifique, c'est pas bien et ça correspond à pas grand-chose. Mais ils l'ont fait, quoi qu'ils en disent. Donc moi, je le verrais plus comme un effet d'accélération de dynamique qui était latente jusqu'alors. Merci Isabelle, merci pour cet éclairage, effectivement, qui se comprend très bien. Et finalement, on a un peu réfléchi à ce côté d'accélération que la Chine a pu donner à ce concept, au mûrissement de ce concept d'Indo-Pacifique qui était porté peut-être d'une façon peu substantielle et qui demandait à être interprété. Alexandre, tu as 1 minute pour nous livrer le fond de ta pensée sur cette réaction peut-être de ces initiatives, ce côté un peu réactif face à la BRI, et donc qui peut-être porte en germe une certaine accusation je dirais, peut-être de non-réalisation concrète ou d'habillage un peu rapide qui aura du mal à contrebalancer l'attractivité que conserve quand même la BRI dans l'espace Indo-Pacifique. Alors, effectivement, dans la BRI, tout ne marche pas bien. Et il y a eu un certain nombre de cas qui n'ont pas fonctionné. On peut penser, par exemple, au cas de la Malaisie, où pour un changement, en réalité, en raison d'un changement politique avec Mahathir, les projets avec la Chine ont été suspendus. Et puis, il y a eu effectivement, pour le cas de Gwadar au Pakistan, le projet bien antérieur en fait à la BRI, il a beaucoup traîné. Et on se souviendra d'ailleurs que le port de Gwadar, au départ, était géré par une société de Singapour, n'était pas géré par une société chinoise. Donc, c'est vrai que la BRI est un habillage, c'est vrai que c'est un peu une rationalisation de tous les projets que la Chine avait lancés avant l'annonce de la BRI. Bon, elle commençait déjà à célébrer à l'occasion du 600e anniversaire du fameux Zheng en 2005, cette idée des routes maritimes. Donc, elle était même antérieure à sa formalisation en 2013. Mais ce que je trouve important, c'est de justement ne pas basculer dans la conflictualité sur ce sujet. Et on a bien vu que on l'a vu avec la Russie récemment, on a vu qu'il y a eu des politiques, en particulier les États-Unis ont eu des politiques finalement réactives, mais assez agressives, entre guillemets, vis-à-vis de pays qui, évidemment, sont très critiquables pour un certain nombre de choses, mais qui ne sont pas nécessairement dans une perspective conflictuelle. Donc il faut bien sûr se défendre, se protéger de la Chine pour un certain nombre de choses, dont le renseignement économique, etc. Mais la Chine cherche authentiquement le développement, parce que c'est son propre intérêt, ces intérêts de ces régions occidentales de la Chine, qui ont longtemps été complètement défavorisées, toujours encore, par rapport aux franges côtières. Et la Chine a l'espoir
de générer du développement, en particulier si on prend le Pakistan, Gwadar, le modèle qui est choisi et présenté aujourd'hui, c'est un peu le modèle de Shenzhen. Donc, essayer de générer un développement de cette manière. Donc, effectivement, je crois que dans une situation aujourd'hui où on a un risque de nouvelle guerre froide avec le Quad, il faut essayer de dépasser cette perspective-là, bien dire clairement que la Chine ne cherche pas des bases navales, ce n'est pas ça ce qui l'intéresse. Sa flotte considérable, elle est centrée autour de Taïwan, donc c'est la question de Taïwan qui est au cœur. Ce n'est pas encore la question d'une flotte chinoise qui chercherait à concurrencer la flotte américaine sur les autres océans, même si ça peut venir dans le sens où la Chine se sent responsable en tant que future première puissance économique et première puissance démographique. Elle se sent responsable dans le monde. Mais on voit bien le fait que la Chine n'ait qu'une seule base navale, c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête par rapport au nombre des bases des pays occidentaux. Et la Chine est donc très prudente vis-à-vis de l'Inde. C'est pour ça qu'elle est déçue de ne pas pouvoir progresser plus vis-à-vis de l'Inde. Et on voit bien que Gwadar, très probablement, ne sera pas une base navale parce que ce serait trop provoquant pour l'Inde. L'Inde elle-même n'a pas été en mesure, quand on voit le cas du Sri Lanka, d'offrir quelque chose au Sri Lanka. Quand le Sri Lanka a reçu l'offre chinoise, eh bien, il n'y avait que la Chine pour offrir cet investissement à Bantota. Alors, le Japon est venu ensuite au Sri Lanka offrir un financement pour un port au nord, mais je dirais c'est effectivement en réaction. Côté japonais, bien sûr, c'est aussi économique, tout à fait comme la Chine, c'est-à-dire que le Japon a un intérêt pour son développement à s'engager auprès des pays de la région. Donc, je crois vraiment que la complémentarité est possible et qu'il ne faut pas avoir une grille de lecture conflictuelle, de nouvelles guerres froides sur ce sujet. On a vu comment les mauvaises représentations, les pressions ont provoqué la catastrophe que l'on voit en Ukraine. Merci. Merci beaucoup. Nous avons explosé et c'est un peu ma faute, mais j'ai été captivée par vos propos très, très incisifs, très fouillés, très brillants, qui ont contribué à nous donner une conférence extrêmement productive. Et je m'excuse auprès de vous de vous avoir un peu bridé dans vos propos. Et je m'excuse auprès de nos auditeurs parce qu'il y a encore beaucoup de questions, mais avec ce commentaire en fait conclusif auquel vous vous êtes tous les quatre livrés, ils ont matière à réflexion et peut-être aurons-nous l'occasion de revenir dans quelques mois sur une nouvelle séance de l'Observatoire géopolitique pour faire un point. En tout cas, vos commentaires nous y invitent. Alors, merci encore une fois, chers amis. Je rappelle à nos auditeurs que cette conférence a été enregistrée, sera bientôt disponible et accessible pour tous sur YouTube. Voilà, je conclus cette 4e conférence de l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique. Bonne soirée à tous. Merci Bonsoir, Marianne. Bonsoir à tous.